Pour cette période estivale, on vous a concocté un épisode très spécial. On aurait pu en mettre pour 2h30, mais nous avons sélectionné 25 minutes d'un petit florilège des meilleurs passages des 13 premiers épisodes de CTOs. On y parle orga, recrutement, sécurité, attaque, paysagisme, bizarre, loi du code, politique en entreprise, entrepreneuriat, acquisition et changement de modèle complet. Je vous souhaite tout simplement une bonne écoute et un bon farniente. Merci une nouvelle fois à Mathilde qui pour le coup est à la réalisation complète de cet épisode. Alors moi je suis quelqu'un de particulier peut-être parmi tes auditeurs, parmi les gens que tu as déjà reçus, c'est-à-dire que moi je continue à développer. C'est tous les jours, même aujourd'hui, ce matin, j'ai développé une fonctionnalité. C'est-à-dire que je ne conçois pas mon rôle de CTO et ma fonction sans retourner à ce qui fait l'essence du métier, c'est-à-dire coder, développer, quoi. C'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose dont j'ai besoin, c'est quelque chose qui me stimule intellectuellement et c'est quelque chose que j'ai toujours refusé d'abandonner. Voilà. Donc même quand j'étais dans le train, je codais dans le train et c'est quelque chose. C'est pas une. T'aimes ça, quoi. Ouais, j'aime ça. J'allais dire c'est une rigueur ou c'est quelque chose que je m'impose, mais pas du tout. En fait, c'est quelque chose qui m'aère l'esprit et qui m'intéresse. Tu parlais de stress tout à l'heure. C'est quand on est concentré sur. Mais quand on est concentré sur un problème technique ou sur un problème de dev, on n'est pas stressé parce qu'on est focus sur le problème qu'on cherche à résoudre. Donc voilà. Donc quand tu développes, c'est ta petite soupape. Ouais, puis c'est quelque chose que, enfin moi je conçois pas des, enfin après je conçois pas des gens qui encadrent des équipes techniques, qui font de la technique sans, alors que la dernière fois qu'ils ont touché une ligne de code, c'était il y a 20 ans. Donc, mais c'est plus par choix personnel et par goût personnel que par idéologie, quoi. Mais je me l'impose et c'est quelque chose que je fais et que j'espère je ferai toujours. C'est quoi les grosses différences culturelles que tu dois réconcilier aujourd'hui ? Il y a deux choses là. Il y a la langue et la culture. Parce qu'en fait, très souvent on dit il parle pas très bien anglais, tu vois. Faut peut-être donner des cours pour qu'il parle mieux anglais ou elle parle mieux anglais. Mais on oublie une partie culturelle. C'est pas parce qu'on parle anglais qu'on maîtrise la culture de la personne qui est en face. Ouais. Exemple typique, on recrute des gens là à Berlin. Il y a une personne en fait qui vient du Brésil et qui est venue vivre à Berlin. Et du coup, on recrute cette personne-là. Et nous, on est français et on vit à Paris ou à Bordeaux. Et donc du coup, tu as un mélange de culture et de nationalité. Et donc, il va falloir faire attention. Comment est-ce qu'on diffuse de l'information, donne du feedback. Et puis, ça reste du management, mais c'est savoir comment est-ce qu'on va s'occuper de cette personne-là, tout en pouvant lui donner un feedback correct, qu'il comprenne, et qu'il ne soit pas tout simplement un Français qui donne un feedback à un autre Français, quoi. Si tu prends des gens en plus qui sont en remote, mais que tu fais bon, après on est d'accord ou pas, hein, mais tu vois, tu fais un truc un peu hybride, du genre on fait un stand-up quand même pour se parler au moins une fois par jour, un truc synchrone une fois par jour. Bon t'as des gens, si tu le mets à 9h45 à la mode un peu parisienne, tu vois, et ils vont te dire ouais, mais ça coupe ma matinée, moi je commence à travailler plus tôt, parce que moi j'habite je sais pas à Nantes par exemple, moi je viens de Nantes, donc t'as déjà ça que tu vas devoir manager forcément naturellement, mais ça reste encore très franco-français. Puis après tu ajoutes différentes localisations, et puis dans ces localisations-là, tu ajoutes différentes nationalités. Et donc, tout ça, ça fait un mix où il faut que tu passes d'une culture franco-française à une culture internationale, quoi. C'est quoi tes tips pour justement gérer la pression, gérer le stress ? Alors, mes tips, c'est mon organisation. J'essaye de tout faire pour qu'on n'ait pas besoin de moi. Et à partir du moment où tu te rends pas indispensable dans une organisation, quel que soit ton poste, d'ailleurs, déjà tu as beaucoup moins de stress, puisque tu sais que ce travail-là, t'es pas le seul à le porter dans l'organisation. Et du coup, comme en fait je traite beaucoup de sujets et que j'ai un champ d'action qui est très très vaste, mon tips en fait c'est d'avoir des gens sur qui compter, une organisation qui roule, et du coup de pas porter moi-même les projets, les sujets, mais d'avoir des personnes qui sont mandatées pour le faire.
et du coup de me retirer en fait des sujets. Plus t'es haut placé dans une organisation, plus il faut savoir bien s'entourer. Et du coup, c'est ça mon type, c'est bien m'entourer, d'avoir des gens de confiance qui sont compétentes. Et du coup, j'ai beaucoup moins de problèmes. Et si j'ai pas de problème, j'ai pas de stress en fait. Non, aujourd'hui, déjà j'essaie de prioriser mes combats. Il y a des combats qui sont importants et des combats qui sont pas importants. Du coup, déjà par rapport à mes interlocuteurs, j'essaye de faire en sorte de travailler un combat à la fois. Pourquoi ? Parce que si je travaille tous les sujets de fond qui sont potentiellement conflictuels en parallèle, du coup je suis blacklisté, puisque je passe pour la personne qui est chiante, avec qui on ne peut pas travailler, c'est pas le but. Donc déjà j'essaye de prioriser mes combats, donc généralement je mène un combat à la fois, donc ça c'est le premier tips. Et du coup, dans une organisation, on n'est pas tout seul. Donc, pour faire passer ses idées, à l'époque où on travaillait ensemble sur l'histoire de Gmail, j'essaye de contaminer des gens. Donc, j'ai une idée, et ça, je conseille à tout le monde de le faire, si dans votre organisation vous avez envie que votre idée, ce que vous pensez être bien, soit appliqué dans l'organisation, il faut, sauf si on est le grand chef qui prend la décision de façon unilatérale et qui l'impose à tout le monde. Bon, j'ai des doutes, si les personnes ne veulent pas le faire, au final ça ne marche pas, ce qu'il a dit le grand chef. Mais du coup, l'idée, en fait, j'essaye de contaminer j'essaye de trouver des amis, en fait, qui vont porter à ma place l'idée. Alors après, en cherchant des amis, des fois je me rends compte que mon idée, elle est mauvaise. Donc déjà, c'est un premier filtre, puisque oui, toutes mes idées sont pas bonnes. Donc du coup, j'essaye de parler de cette idée et je valide en fait mes hypothèses par rapport à cette idée avec mes collègues. Et quand je vois qu'il y a des bons retours, du coup, je contamine plein de personnes. Et après, du coup, je réfléchis à comment on la mettra en place. Et du coup, aujourd'hui, c'est plus facile, puisque comme je suis au comité de direction, du coup, après, j'amène mon idée. Et comme j'ai déjà l'adhésion de quasiment tous les gens autour de la table, du coup, ça déroule. C'est fluide. C'est fluide, etc. Mais on travaille pas tout seul. Donc, pour mettre en place quelque chose, il faut embarquer les gens. T'as dit quelque chose sur lequel je voudrais rebondir. Là, t'as dit je voulais pas m'éloigner de la technique trop avant d'être mis dans une case et de plus pouvoir revenir vers la technique. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la recherche là, je sais que tu prends le temps vraiment de faire de la veille. T'as pas repris j'ai cette sensation, un poste. J'ai cette sensation en tout cas de devoir vraiment devoir expliquer en fait, limite de devoir dire que j'ai pas été vraiment CTO et de IT de Unibet, de dire j'étais quelque chose d'un petit peu plus opérationnel que vraiment ce que j'ai fait, parce que sinon les gens pensent que en fait, je pense que c'est un truc très français, je vais pas faire de cliché, mais c'est un truc très français de dire tu prends une direction puis après tu fais des études, faut que tu travailles là-dedans, sinon le reste t'as pas accès. Et pareil dans une carrière, quand on commence à tester quelque chose, derrière on s'attend à ce que tu le fasses tout le temps. Et en plus, comme on considère que le boulot de CTO c'est monter un peu vers le haut, on considère qu'il faut absolument que tu ailles encore plus haut, c'est-à-dire faire CTO d'une boîte plus grosse, avec une plus grosse équipe, avec un plus gros salaire. Et en fait, je suis pas sûr que ça soit le modèle qui existe maintenant. Je pense que le paradigme a changé aussi avec une nouvelle génération. Je pense que ça fonctionne plus vraiment comme ça. Ça a dû fonctionner comme ça auparavant, parce que c'était comme les gens étaient beaucoup plus carriéristes et ils voulaient monter, puis plus arrêter de monter, quoi. Et maintenant, je pense que c'est des choses un peu différentes. Quand je suis arrivé, on était 12. Aujourd'hui, on est 12. Donc c'est un environnement de développement de produits et de boîtes qui est compliqué. C'est-à-dire que on a toutes les licornes en tête ou les startups qui font la une des journaux, qui scalent des mesures incroyables et qui sont des problématiques de scale absolument hallucinantes. Et à côté de ça, c'est vrai que je pense qu'il y a à
mon avis, la majorité des autres boîtes, finalement, qui font pas la une, qui restent dans l'ombre, et qui, finalement, alors ça peut être, effectivement, quand on commence à monter sa boîte, on a finalement la première année ou les 3 premières années, enfin c'est très variant en fonction du projet et de la boîte, mais où on est vraiment en mode start-up, on fait avec ce qu'on a, on fait avec les moyens du bord, on écoute aux Suisses, enfin que tu connais aussi finalement. Et voilà. Après, quand ça dure, quand ça dure, je pense qu'aussi qu'il y a pas mal de boîtes qui vivent ça. Quand ça dure, c'est difficile. On rentre dans un jeu d'équilibriste un peu entre les coûts et les dépenses, d'arbitrage de sujets, en fait qu'est-ce qui est vital ou pas vital en fait, parce que j'ai le backlog qui s'empile en fait et qui continue de s'empiler toutes les semaines, et notre vélocité qui reste la même. Et donc c'est un travail d'équilibrisme et d'arbitrage pas mal. Et c'est pas évident. Au début, je pense qu'on a construit les bases sur lesquelles aujourd'hui on se rend compte que c'est grâce à ça qu'on manage nos équipes à distance. Et les bases, tu vois, c'est pour nous c'est le fait de prendre du plaisir dans le métier qu'on fait. C'est le fait de pouvoir d'avoir confiance. Tout a commencé quand Tony et moi, on se faisait confiance sur nos parties, même si on savait pas forcément exactement comment l'autre faisait. On se faisait suffisamment confiance et pleinement confiance pour le laisser faire, parce que on croyait en fait que ce qu'il allait faire, ça allait réussir. Et la transparence aussi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'aujourd'hui on met vraiment en avant, mais on avait une époque avec Tony où même quand j'allais aux toilettes, je l'appelais pour lui dire je suis pas là pendant 5 secondes, 5 minutes sur Slack. Bon, à l'époque on n'avait pas Slack. On avait Google, on avait Hangout. Mais non, on avait Skype même à l'époque. Mais on en était là, c'est-à-dire qu'on était transparent sur toute la ligne, et aujourd'hui pour nous c'est des fondamentaux de ce qui permet à du full remote de marcher. C'est-à-dire que il faut pas, on n'est pas dans une logique de fliquer les gens ou de savoir ce qu'ils font. C'est juste une logique où, comme on se voit pas, la confiance et la transparence, c'est les fondamentaux pour avoir une relation saine à distance et travailler surtout à distance avec des gens. Ça paraît naturel après la pandémie, mais en 2015 ou 2010, c'était pas si évident de monter une conf vidéo et de se voir. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on se demande comment on a fait avant. C'est comme le lave-vaisselle. Hein. On se demande comment on faisait avant d'en avoir. Voilà. Là, c'est quelque chose qu'on apprend aussi. Et aussi accepter le fait que les gens ne soient pas à côté de soi. D'où le fait de recruter, par exemple, dans d'autres villes que là où on a des bureaux. Ça, c'est un élément de culture. Ça s'apprend. Et on l'a appris au travers des acquisitions. C'est le lâcher-prise qui s'apprend aussi. C'est un lâcher-prise, exactement, c'est le mot juste. C'est un lâcher-prise. Il y en a d'autres, hein. Je vais en parler si on a le temps, mais dans mon rôle en particulier, par exemple. Parce que là, c'est des phases qu'on passe où on fait grandir la société et où la société a besoin de structure au fur et à mesure qu'elle grandit, parce que sinon ça coûte trop cher d'être dans la même organisation qu'une start-up. Ça coûte trop cher, on peut plus se permettre. C'est un luxe qu'on peut pas se permettre, parce qu'il faut continuer d'aller vite. Donc on apprend à se structurer, on recrute de nouvelles personnes avec de nouvelles compétences managériales, donc plus seniors, plus on avance, et plus on recrute des seniors. Avec toutes les difficultés que ça peut engendrer, par exemple, sur les rôles respectifs des collaborateurs qui sont là depuis 5 à 10 ans et à qui on doit dire « T'as super bien bossé, merci beaucoup, mais on va mettre un manager au-dessus de toi. » Et il faut expliquer ça. Ça, c'est pas facile. Est-ce qu'il y a une réponse qu'il faut pas te faire ? Ouais, en entretien, si je sens que je parle à quelqu'un qui me dit qu'on va faire de la tech pour de la tech et qui a pas en tête les enjeux d'entreprise qui vont être qui vont être hyper importants dans son quotidien. Ça, c'est le genre de choses qui me rassure pas sur notre collaboration, parce que la façon de travailler que moi j'essaye d'inculquer, c'est ça, c'est la tech au service de l'entreprise, au service de l'utilisateur, et ça passe par
aller plus loin que la tech au service de la tech. Et du coup, tu quittes Mediapart quand même. Je quitte Mediapart après 4 ans vraiment sympa. Je quitte début 2014 et je fais 2 choses. Je fais un executive MBA parce que je voulais avoir un peu plus de vision, de connaissance de l'entreprise, du monde de l'entreprise, des autres métiers, même si j'avais beaucoup appris sur le tard, mais j'avais besoin d'avoir quelque chose un peu plus académique et plus solide. Et à côté de ça, je me lance dans une aventure entrepreneuriale. En parallèle, les deux. Un petit côté hyperactif. J'ai commencé l'exec MBA et 6-8 mois plus tard, j'ai commencé l'aventure entrepreneuriale qui était parfaite avec la poursuite de mon MBA parce que l'exec MBA c'était aussi pour de l'entrepreneuriat. J'avais beaucoup de cours là-dessus, donc j'ai pas mal challengé tout ce que je faisais. Et cette aventure entrepreneuriale a été un échec à la fin, mais en fait d'un point de vue intellectuel ultra enrichissante. D'être pas que CTO, de devoir gérer vraiment le produit, de devoir parler business, de devoir parler avec les investisseurs, de devoir être crédible, de savoir... Et donc c'était cool. C'est bien ça d'ailleurs qui nous a desservi, c'est qu'on a fait un truc super cool. Vraiment, à chaque fois qu'on le montrait, c'est génial. Mais pourquoi tu dis que c'est ça qui vous a desservi ? Parce qu'on répondait pas à un problème. Du coup, l'équipe fait x2 en un an et demi. Toi, dans ce rôle-là, tu participes notamment au recrutement, tous les recrutements. Ouais. Beaucoup de première phase. Moi j'aime bien la phase où tu as les CV, tu dois trier les CV, tu dois rédiger l'annonce. Généralement c'est le truc rébarbatif et moi c'était le truc qui me plaisait le plus. C'était de voir les candidats et avec peu d'éléments malgré tout un CV c'est pas tu vois pour comprendre quelqu'un et quelqu'un avec qui tu vas bosser potentiellement plusieurs années, faut quand même les rencontrer. Donc moi j'aime bien cette phase de sélection des gens avec qui tu as envie de bosser, et surtout de premier coup de fil où tu essayes de comprendre les gens et de voir si ça fit. Et puis ensuite évidemment participer à la c'est super marrant ce que tu dis parce que d'habitude avec cette casquette responsable, on arrive plutôt en dernière étape. Toi, t'aimes bien être dès le départ sur la sélection des CV. Sur le recrutement, je trouvais ça hyper cool parce qu'on allait aussi faire grandir l'équipe, mais on s'était laissé du temps pour le faire. C'est-à-dire que c'était il y a 2 ans, en l'espace de 2 ans, l'équipe a doublé, et c'est vraiment en l'espace de 2 ans. Il n'y a pas eu un x2 en l'espace de 6 mois. Ça s'est vraiment fait progressivement, ce qui nous a laissé le temps d'onboarder les gens, et du coup d'avoir le temps de trier. De prendre le temps de choisir les gens avec qui on avait envie de bosser vraiment sur le long terme et pas pour des raisons d'urgence ou des raisons d'opportunité. On a fait un petit rêve californien, je plaisante, mais non. En fait, on était à Paris. On était à Paris avec donc Abel, Clément et moi, et on payait nos petits appartements un peu chers. On s'est dit qu'en s'installant dans une maison tous les 3, on pourrait mutualiser nos loyers pour avoir un bureau dans une baraque et être capable de bosser beaucoup mieux pendant la première année de lancement du projet. Donc, on s'est installé dans le sud dans une maison sympa, un peu isolée mais très sympa. Vous avez fait une coloc en fait ? Ouais, ça on a fait une coloc. On a fait une coloc bureau maison. T'étais là-bas quand je t'appelle. J'étais dans le coin, exactement. Ouais, d'accord. Exactement. Et donc ça nous a permis de gagner en fait énormément de temps parce qu'on a été focus sur le projet. On a pris le risque qu'on s'engueule, on a pris le risque qu'on bosse pas, et en fait aucun de ces trucs-là s'est passé. Et on a super bien bossé pendant la première année. Ça nous a permis de vraiment lancer la boîte pour après remonter à Paris et là vraiment lancer une levée de fonds, construire les équipes et consolider l'ensemble du projet. Ce qui s'est passé, c'est qu'en étant dans cette baraque un peu isolée... la première année, elle doit être incroyable. La première année était pas mal, on a fait du... C'est le jour, c'est la nuit, c'est les soirées, vous parlez c'est H24, vous parlez du produit, du projet. Et principalement du produit, mais de tout surtout. Enfin, tu vois, du marketing, bref, tout se passait tout le temps et c'était hyper cool. Là où ça a changé, c'est quand on a fait des acquisitions. On s'est retrouvé avec des gens qui étaient meilleurs que nous techniquement. Donc c'était la première fois que ça m'est arrivé de travailler avec des gens qui n'avaient pas progressé avec moi, mais qui avaient plus d'expérience, qui avaient vu d'autres difficultés que je n'avais pas vues, et où je me retrouvais à manager aussi des gens plus vieux que moi, ce qui n'avait encore jamais été le cas. Je sais pas pourquoi, mais quand t'es une jeune start-up, tu manques aussi un peu de moyens, t'embauches plutôt des profils juniors au début pour te créer, et du coup t'as pas forcément
ces profils hyper seniors, hyper capés que tu peux rencontrer par la suite quand ton entreprise a plus de moyens. Donc Talentsoft, après, en faisant des levées de fonds ou en faisant des acquisitions, s'est retrouvé avec des gens plus expérimentés, et aussi s'est permis d'embaucher des gens qui avaient eu des expériences ailleurs et qui étaient plus expérimentés. Et ça a été une première difficulté pour moi, de me retrouver à manager des gens plus âgés, plus forts techniquement, plus forts aussi organisationnellement, enfin plus forts en tout, quoi. Et je passais du gars qu'on avait mis à manager parce qu'il devait expliquer comment on allait faire, au gars qui avait plein de choses à apprendre au final et qui n'était plus dans une position confortable à décider en réalité. Et alors si l'informatique et le costume de clergé du XXIe siècle n'était plus ton boulot, qu'est-ce que tu ferais si tu faisais pas de l'informatique ? Si je faisais pas de l'informatique, alors du coup ça dépend. Est-ce que si je devais travailler dans des entreprises, tout ça, et je me verrais bien directeur des opérations, parce que tu vois, dans cette logique, tu vois, d'optimisation des process de l'entreprise. Mais pour le coup, il y a un gros enjeu politique parce que tu es transverse aux autres et donc il faut pouvoir mettre ton nez dans les affaires des autres. Donc il faut du support, enfin du soutien politique en tout cas. Sinon, je ferais architecte paysagiste, je crois. Tu vois, parce que globalement il y a beaucoup de points communs entre, tu vois, souvent on fait des analogies entre le développement informatique et la construction. On devrait en faire avec le jardinage et le paysagisme, parce que c'est vivant en fait l'informatique, l'application elle est vivante, le code il évolue, tout ça. On parlait de la tumeur tout à l'heure, mais globalement, tu as une application, tu vois, je le vois, comme quand je fais mon jardin, elle est au bon soleil, elle est arrosée, tout ça, elle va bien. Et puis finalement, elle empiète sur celle d'à côté. Donc tu vas refactoriser, tu vas la prendre et la planter ailleurs, tu vois ce que je veux dire. Mais cette logique, en fait, de mettre en place des choses qui vont grandir et grossir et évoluer, en prévoyant qu'il faudra qu'à un moment donné, toutes ces applications, elles aient toute la lumière et l'eau qui va bien, tu vois, qu'elles aient toute une belle golden source, tu vois, sur du référentiel, bref, tous ces éléments d'architecture, en fait, c'est de l'architecture applicative et fonctionnelle, mais il y a cette logique, tu vois, de paysagisme, je trouve. Le code, c'est la loi. C'est ça, c'est le fameux article écrit il y a très longtemps, pour le coup, mais qui est toujours vrai, et puis qui est presque enfin, ce serait un truc qu'on devrait tous lire et découvrir, parce que dans notre monde moderne où la moindre de nos actions est soumise à du code informatique, que ce soit appuyer sur le bouton de l'ascenseur, déclarer ses impôts ou trouver un rendez-vous pour se faire vacciner, tout ce qu'on fait est soumis à du code écrit par des développeurs qui, je pense, dans la moyenne, doivent être à peu près dans la moyenne de niveau que ceux que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Donc il y a des gens bons, il y a des gens moins bons. Il y a aussi des développeurs bons, mais à qui on fait faire écrire du code pourri, soit parce que on n'est pas capable de leur expliquer ce qu'il faudrait faire ou quel serait le besoin en tout cas, ou qu'on les oblige à faire du code pourri parce qu'on leur donne pas les moyens de bien travailler. Bref, mais on en arrive à des aberrations où à la Société Générale, quand à l'heure de midi l'ascenseur se vide pendant 30 secondes parce qu'il est plein à craquer de gens qui vont déjeuner et que toi tu veux juste remonter au travail, l'ascenseur a décidé que ça faisait trop longtemps que tu étais là et il se met à biper un son horrible pour te péter les oreilles et tu te dis tiens, il y a un MOA quelque part qui a demandé à un développeur de dire tu vas bien mettre 5-10 secondes de son pénible parce qu'ils ont mis trop longtemps à libérer la porte, quoi. Alors toi, tu y es pour rien. Toi, tu aurais bien voulu, tu vois, juste ne pas avoir le son. Enfin bref. Derrière tout ça, il y a un développeur. Et je me souviens d'un soir où c'était un samedi soir. À l'époque, je grillais tous mes week-ends. On a fait une migration. Ça a été sportif. On était très sportif. On a migré de data center en très très peu de temps. On a changé de technologie en moins de 3 mois, quoi, avec beaucoup de volume, beaucoup de serveurs. Et là, j'avais un enjeu de base de données, de déplacer un certain nombre de bases de données, et j'ai juste trouvé une solution qui me semblait le bon sens paysan. Je stoppe le serveur, je copie tout, je copie la partie disque, je copie les fichiers temporaires, je prends tout le truc. Je le remets sur un nouveau serveur qui est virtualisé, je redémarre, et là ça marche. Donc il est samedi soir, 21h30, je me dis je vais rentrer dormir.
Super. Je sens que ça ne s'arrête pas là. Ça va être le cas. Et là, je me dis, mais ça va être super, ça. Donc là, ça veut dire que en 24 heures, j'ai fini de tout migrer ces serveurs. Donc j'en vois très fier de moi. Ça, c'est un autre point. J'ai beaucoup communiqué avec ma patronne, un peu fier quand ça marchait. Je pense que maintenant, je vais arrêter. Ça m'a coûté des week-ends. Et je me retrouve à lui envoyer, ça y est, j'ai trouvé une solution pour ne pas solliciter de l'aide extérieure et que ça ne nous prenne pas 2 semaines, 3 semaines pour migrer ces données, ces serveurs-là. Je reçois un appel dans la minute qui dit « Bon, quand est-ce que tu as fini? Pour demain midi ?» Puis là, je crois que j'étais tout juste encore en période d'essai, je suis « Bien sûr, pour demain midi. » Ah là 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 là. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt. Oh